26 juin, 1er juillet 1960, indépendance de la Somalie. Mémoire d'un continent. Isabelle Godino, Elikiam Bokolo. Comment faut-il présenter ce petit État de la Corne d'Afrique? La Somalie au singulier ou les Somalies au pluriel? Depuis 1991, date de la chute du président Siad Barre, après 22 ans de pouvoir, l'État somalien s'est effondré, l'unité du pays a été brisée et le territoire est livré depuis cette période au contrôle des clans et des seigneurs de la guerre. Donc pas d'unité de la Somalie. Et avant l'indépendance, la Somalie était déjà un pays divisé, mais un pays très mal connu du monde extérieur et dont l'histoire prêtait à beaucoup de confusion et à toutes sortes d'hypothèses et de supputations. Écoutons comment le 30 juin 1960, au cœur même du processus de l'indépendance, Alexandre Arnaud présente ce pays dans l'émission Paris vous parle. Qu'est-ce que la Somalie? Eh bien, j'ai ici un journaliste qui arrive de cette lointaine région, Alexandre Arnaud, à qui je pose cette première question, la Somalie. La Somalie n'existe pas, géographiquement du moins. C'est tout simplement une côte de 2000 km environ qui fut occupée par l'Italie vers 1890. Mussolini considérait la Somalie comme la première borne kilométrique de ses ambitions africaines, surtout de sa conquête de l'Éthiopie. En progressant de la côte vers l'intérieur, l'Italie fasciste fabriqua une colonie aux races et tribus multiples qui ne s'entendent pas entre elles-mêmes. La Somalie italienne, qui demain s'appellera Grande Somalie, n'a pas encore défrayé la chronique internationale, et pour cette raison peut-être, les Européens et les services postaux surtout la situent très mal sur la carte. Elle n'est pas si loin que cela au fond, tout juste à 7000 km environ de Paris, par avion, sur l'océan Indien, à côté de l'Arabie. Les habitants qui furent islamisés vers le IXe siècle sont venus du sud de l'Inde, sur la côte Somalie, il y a quelques milliers d'années. C'étaient des voyageurs qui allaient à la recherche de l'or en Rhodésie, où se trouvaient les mines d'or du roi Salomon, et les ports de la Somalie constituaient l'une des étapes du voyage, et ces Indiens du Sud finirent petit à petit par s'installer, s'établir et peupler toute la côte. La Somalie italienne porte un autre nom très prétentieux. On l'appelle la Corne de l'Afrique. Cette corne n'a absolument aucune relation avec l'abondance, parce que la Somalie est une terre aride dans son ensemble, et son climat chaud fait désespérer les habitants d'un sort meilleur. Il y a une telle aridité et une telle chaleur dans ce pays que mars est le mois le plus redouté de l'année. À cette époque, dans le nord du pays surtout, les gens meurent de soif par dizaines et les vaches par centaines. Ce fut le cas en 1959. Au fond, dans cette partie de la Somalie, il n'y a que les chèvres qui soient heureuses. Vous nous avez dit que ce pays est composé de races et de tribus multiples qui se chamaillent entre elles. Et pourquoi cela? On trouve en Somalie 5 tribus qui constituent la race somalie d'origine indienne. Et l'on trouve aussi des Bantous qui viennent de l'Afrique centrale, qui sont des Négroïdes, et des Arabes originaires du Yémen. Les Bantous des Arabes n'ont pas le droit en général à la nationalité somalienne, quoique établie dans le pays depuis des générations. Quant aux 5 tribus, elles sont divisées en 2 parties. Les nobles qui sont des guerriers et qui habitent le nord, là où le climat est le plus dur, et les agriculteurs qui sont les roturiers et qui habitent le sud. La tribu noble appelée Darod méprise tous les autres Somalis et lutte pour la possession totale du pouvoir. Quant aux autres tribus, vexées par l'attitude des Darod, ils pensèrent il y a quelques années à séparer le sud du nord et à constituer une nouvelle Somalie. Mais les capitaux des sociétés de pétrole américaines les ont calmés pour le moment. Voilà donc un aperçu historique et géographique et aussi économique de ce pays ignoré des Français et qui va naître demain et qui s'appelle la Grande Somalie. Ce sont là des histoires un peu compliquées. Si on revient plus simplement à l'histoire, on se rend compte que c'est une grande histoire qui va se prolonger tout au long de la colonisation et rebondir au-delà de la colonisation. L'histoire d'un territoire qui, à la fin du XIXe siècle, perd son autonomie et son indépendance face aux appétits de son grand voisin, l'Éthiopie de Ménélik II, et bien sûr face à l'expansionnisme des pays européens.
la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Dès la conférence de Berlin, on commence à se partager cette espèce de gâteau somalien. La France occupe le territoire actuel de Djibouti, qu'on va appeler côte française de Somalie. Les Anglais se placent immédiatement au sud de Djibouti, dans ce qu'ils vont appeler dans leur langue le Somaliland, et les Italiens vont occuper la partie sud, qu'ils appellent bien sûr Somalia italienne. N'oublions pas que Ménélik II a eu le temps de conquérir une partie de ces terres Somalie, et donc nous avons un pays morcelé par l'impérialisme. Mais c'est aussi un pays dans lequel la conscience nationale reste très forte, comme on le voit notamment dans ces mouvements de résistance, notamment la guerre menée par le fameux Mollah Fou, c'est du moins le nom que les Européens lui donnent, Saïd Mahamad Abdul Hassan, qui de 1899 à 1920 plonge la Somalie dans une insécurité totale. Il y a ensuite les partis politiques qui voient le jour à partir de 1920, essentiellement dans la jeunesse des écoles, mais aussi parmi les guerriers nomades de Somalie. Et pour compliquer encore les choses, à partir des années 30, il y a les conflits entre les grandes puissances. L'Italie fasciste, Alexandre Arnault l'a très bien expliqué, va envahir le Somaliland en 1940. Il faudra 3 années de guerre, d'escarmouche, pour que finalement, en 1943, à la chute de Mussolini, les Italiens quittent le Somaliland. On se retrouve donc ramené en quelque sorte à la situation qui était celle des années de la colonisation pure et dure, 1880-1930, mais l'Italie s'est trouvée du mauvais côté pendant la guerre. L'Italie a été du côté des perdants, et donc l'ONU, les grandes puissances, décident de retirer à l'Italie la Somalia, mais finalement, par ces tours de passe-passe dont l'ONU était le théâtre, l'ONU décide quand même de contrôler ce pays et de le confier à la tutelle de l'Italie. Voici où on en est en 1953, lorsqu'on commence à parler d'indépendance. Explication de Léon Pignon, le 4 juillet 1953, sur la reprise des travaux du Conseil de tutelle de l'ONU à propos de la Somalie et des îles du Pacifique. La 12e session du Conseil de tutelle est consacrée à la Somalie sous tutelle italienne et au territoire du Pacifique. Le statut de la Somalie présente des caractéristiques originales et uniques. D'abord, la tutelle est confiée à une nation, l'Italie, qui n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, l'accord de tutelle prévoit qu'à l'expiration d'un délai de 10 ans, c'est-à-dire en fait en 1960, la Somalie accéderait à la pleine indépendance. Enfin, il existe auprès des autorités italiennes un comité consultatif des Nations Unies composé des représentants de la Colombie, de l'Égypte et des Philippines. Ce statut original implique évidemment pour l'Organisation des Nations Unies des responsabilités toutes particulières. Comment la Somalie, pays pauvre et en partie désertique, dont la population est en majorité nomade, pourra-t-elle, en 1960, assurer seule les activités normales d'un État indépendant et moderne? Le Conseil de tutelle a loué les efforts considérables et désintéressés accomplis par l'Italie, mais les progrès réalisés en quelques années ont précisément pour effet de rendre plus visibles et plus tangibles les difficultés que rencontrera inévitablement le futur État. On ne voit pas comment, dans 1 ou 2 ans plus tard, les Nations Unies pourront éviter de prendre conscience de leurs responsabilités et de procéder à un nouvel examen d'ensemble de la situation en Somalie. L'Italie des années 1950, c'est vrai, est devenue une démocratie et elle va jouer très franchement le jeu de l'émancipation politique sous la pression des groupes nationalistes somaliens. Premier changement, novembre 1958, lorsque la Somalia entre à l'UNESCO. Explication du docteur Véronèse, qui vient d'être élu directeur général de l'UNESCO à propos de l'admission de la Somalia au sein de l'UNESCO. J'ai été jusqu'à il y a quelques jours président du conseil exécutif de l'UNESCO. Maintenant, je viens d'être élu comme directeur général. Donc, la responsabilité de l'organisation tombe sur mes épaules pour 6 ans. C'est à cette conférence générale de l'UNESCO même que l'UNESCO a eu le plaisir, sur la proposition de l'Italie, d'accepter comme État associé la Somalie. C'est une joie pour l'organisation tout entière, c'est une fierté particulière pour le gouvernement et le peuple de l'Italie.
nous avons tenu à souligner un fait qui est pour nous d'une importance singulière, c'est que la Somalie, le peuple somali, a fait à l'UNESCO le même chemin que le peuple italien lui-même. L'Italie est entrée dans la famille des Nations Unies par la porte, si j'ose dire, de l'UNESCO. Et c'est exactement la même chose que nous souhaitons vivement, je veux dire nous les Italiens, parce qu'en ce moment j'en suis encore, je ne suis pas encore exactement un fonctionnaire international, et alors je peux encore parler comme italien. Le peuple somali, un jour, dans son indépendance, accédera aussi aux autres organisations internationales des Nations Unies, mais il aura commencé par l'UNESCO, c'est-à-dire par l'éducation, par la science et par la culture, avec la famille des peuples du monde entier. Les Anglais, de leur côté, n'étaient pas en reste. Il est vrai que l'Angleterre est habituée, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à la décolonisation, comme elle l'a montré en Inde, en Birmanie, et bien sûr au Ghana. Et dès lors, les choses vont aller très vite. 26 juin 1960, c'est l'indépendance d'abord du Somaliland anglais, indépendance que commente Maurice Werther. Un autre État, Maurice Werther, est devenu indépendant aujourd'hui. Il s'agit de la Somalie britannique, qui jusqu'à ce jour était un protectorat. La reine Elisabeth II a adressé un message de vœux au Premier ministre, M. Ibrahim Egal. M. Egal a reçu un autre télégramme de M. Chou En-lai, Premier ministre de la Chine populaire, qui, elle aussi, a reconnu la nouvelle Somalie indépendante. Rappelons qu'à la fin du mois, la Somalie italienne deviendra elle aussi indépendante et les deux territoires ont l'intention de fusionner. Et le 1er juillet, c'est l'indépendance de la Somalia italienne, commentaire aux actualités de midi d'un journaliste qui connaît si mal le pays qu'il éprouve toutes les peines du monde à prononcer correctement le nom de la capitale, Mogadiscio. Après la Somalie britannique, un autre État africain devient indépendant, la Somalie italienne. De grandes fêtes se déroulent à Mogadiscio en présence de M. Segni, ministre des Affaires étrangères italien. Le jour même de son indépendance, la Somalie italienne va fusionner avec l'ancienne Somalie britannique, indépendante depuis la semaine dernière. Les deux pays vont former une république unitaire dotée d'un parlement commun et d'un gouvernement commun siégeant à Mogadiscio. Le même jour, 1er juillet 1960, c'est la naissance de la République de Somalie, commentaire de Paris vous parle. Et depuis ce matin aussi, la Somalie est devenue indépendante et unifiée sous le nom de Grande Somalie. La nuit dernière, le drapeau italien a été amené à Mogadiscio, capitale de l'ancienne Somalie italienne, qui devenait la Somalia, et aussitôt après, proclamait son union avec l'ex-Somaliland britannique indépendant depuis 5 jours. Ainsi est née la République Somalie. Un message du président Gronchi d'Italie a été lu devant la foule, disant « J'ai l'honneur de proclamer qu'à partir de cet instant, l'Italie reconnaît la Somalie comme État souverain et indépendant. » Aussitôt après la cérémonie, des milliers de personnes ont envahi la place du 4 novembre, devenue place de la solidarité africaine, et ils ont chanté et dansé toute la nuit. On est en train d'entendre l'hymne national somalien, l'un des premiers symboles de la nouvelle nation, un symbole bien étrange parce que cet hymne est l'œuvre d'un Italien, Giuseppe Blanc, un musicien fameux, compositeur d'opérettes, de danse, d'opéra et de chansons populaires, compositeur dont l'un des chants les plus fameux, Giovinezza, la jeunesse, était devenu l'hymne martial de l'Italie fasciste de Mussolini. Autre chose, autre symbole, c'est évidemment le drapeau national. Un drapeau bleu clair pour rappeler celui des Nations Unies qui avait préparé l'accession de la Somalie à l'indépendance, mais un drapeau qui comporte au milieu de ce bleu clair l'étoile blanche à 5 branches pour rappeler le rêve de la création de la Grande Somalie. Somalie composée de 5 pays, la Somalie italienne, la Somalie anglaise, Djibouti, l'Ogaden éthiopien, mais aussi le nord du Kenya. Les premiers, évidemment, à s'inquiéter de ce rêve de la Grande Somalie, ce sont évidemment les Djiboutiens qui préparent également leur indépendance et qui s'inquiètent de cet expansionnisme de leurs voisins. Le 10 juillet 1961, Philippe de Crène, à l'émission L'Afrique et le monde, explique l'état des lieux. Philippe de Crène, passons à nos actualités de la semaine. Le gouvernement somali, de la côte française des Somalies, avait envoyé à Paris un représentant qui était M. Aref.
Monsieur Arab, je crois, vient de s'embarquer de nouveau pour Djibouti. Cette mission est repartie il y a 48 heures, apparemment sans avoir obtenu aucun résultat. Les négociations sur le statut portaient essentiellement du côté somalien sur l'exigence d'une autonomie interne complète, exigence qui s'appuyait sur le fait qu'il y a un an, dans une lettre que M. Debré avait adressée au vice-président du gouvernement somalien. Vous dites avec raison vice-président, puisque le président est en titre le représentant de la France. C'est justement ce dont ne veulent plus les Somaliens. Ils souhaitent que leur vice-président devienne président du conseil de gouvernement et qu'il ait des pouvoirs beaucoup plus étendus, la France ne gardant plus comme compétence que la sécurité, la défense extérieure, la diplomatie et la monnaie. Encore une fois, apparemment, ces pourparlers sont au point mort et il faudra une relance pour aboutir à quelque chose de neuf. C'est assez inquiétant dans la mesure où, en République Somalie, une certaine effervescence continue de se développer et vous savez que la côte française des Somalies, Djibouti, est extrêmement perméable à tout ce qui se passe en général en République Somalie. Que se passe-t-il en ce moment en Grande Somalie? Il vient d'avoir un référendum constitutionnel. Oui, ce référendum constitutionnel est extrêmement favorable au gouvernement de M. Abdelrachid Ali Shermash, puisque celui-ci a emporté une énorme majorité de oui, mais il y a tout de même quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement significatif, c'est que l'ancien Somaliland britannique, a eu une attitude tout à fait particulière dans ce référendum et que ces populations se sont prononcées, elles, à une énorme majorité contre la Constitution. Il semble qu'il faille voir là une réaction de défiance vis-à-vis des autorités de Mogadiscio et que les populations de l'ancien Somaliland aient peur d'une mise en tutelle par les autorités de l'ancienne Somalia italienne. Autre pays à avoir peur, le Kenya, dont la Somalie convoite les provinces du Nord au motif qu'elles sont occupées par des peuples de culture somalie. Voici comment le Premier ministre Abdirachid Ali Shermak explique cette situation le 30 août 1963, à seulement 4 mois de l'indépendance du Kenya, à la suite des négociations anglo-somaliennes. Vous me demandez, mais alors pourquoi ne pas rencontrer Kenyatta? Je dois rappeler que je l'ai déjà rencontré à Mogadiscio. Je ne veux pas sous-estimer Kenyatta. Je respecte l'homme et sa personne. Je pense qu'il est inutile de se rencontrer à nouveau avec Kenyatta, à moins que l'on arrive à une formule constructive et cohérente de rencontre. Vous attendez donc un pas en avant de la part du Kenya? Non, nous pensons que la responsabilité de décider du sort de la population somalienne du NFD pèse sur la Grande-Bretagne, mais le fait que Kenyatta ne soit présent à cette conférence démontre que le gouvernement du Kenya n'a aucun désir de voir aboutir un accord avec la Somalie, du moins dans l'immédiat. Voilà donc une indépendance qui n'est pas seulement la fin heureuse d'une époque, mais aussi le début d'un temps plus ou moins long, un temps d'incertitude et peut-être de conflit. Cette émission a été réalisée grâce à Isabelle Godineau et Cyril Etienne, que nous retrouverons dans le prochain numéro de notre série sur les indépendances africaines.